Salut les mordus de voitures classiques. On se retrouve pour une petite plongée spéciale concoctée pour Vintage Car Chronicles. Ah oui. Vous savez, votre dose quotidienne d'histoire automobile. Hmm. Aujourd'hui, on s'attaque à une voiture française qui sort un peu des sentiers battus. Vous allez voir, la Matra Bagheera. Ah, la Bagheera. Vous voyez, cette Soptif des années 70 avec une particularité, Oui. elle a 3 sièges à l'avant. Ah oui, la Bagheera. Oui. Une voiture qui intrigue autant qu'elle fascine. C'est vrai. 3 places de front, c'est une configuration assez rare pour une voiture de sport, vous ne trouvez pas. Ah non, c'est clair. Ça vous donne une idée de l'esprit non conformiste de ses créateurs. Exactement. Et pour comprendre cette audace, faut remonter un peu à la genèse de la voiture. Oui. Figurez-vous que la Bagheera est née d'une collaboration entre Matra, réputé pour ses voitures de course, Hmm. et Simca, plutôt connu pour ses modèles familiaux. Oui. À l'époque, Matra cherchait à remplacer la 530, un modèle qui n'avait pas vraiment rencontré son public. C'est vrai. L'idée, c'était de concevoir une voiture plus abordable, Ouais. plus moderne et surtout plus performante. Oui. Et c'est là qu'intervient une anecdote amusante. Figurez-vous, Ah oui? Philippe Guédon, l'ingénieur en chef de Matra, aurait eu l'idée des 3 places en se retrouvant coincé à l'avant d'une Ford Taunus bondée. Ah ouais, Il s'est dit, et pourquoi pas dans une voiture de sport? c'est génial. C'est une anecdote qui en dit long, hein, Oui. sur l'esprit d'innovation qui régnait chez Matra. Hmm. Et cette idée a donné naissance à une voiture au design tout aussi original. Imaginez, une ligne lacée, un profil aérodynamique, Hmm. avec un coefficient de traînée très bas pour l'époque, Oui. des phares escamotables et un haillon arrière pratique. Et ce design a fait sensation. Ah oui? En 1963, la Bagheera remporte le prestigieux Style Auto Award, Ah ouais? devant des concurrentes de taille comme Lancia et Ferrari. Non mais c'est incroyable. Pas mal pour une petite française. Impressionnant. Mais parlons un peu technique maintenant. Oui. Sous cette robe élégante, la Bagheera cache une mécanique astucieuse. Hmm. Matra a utilisé de nombreux composants de la Simca 1000 pour des raisons de coût. Oui. Le moteur, la boîte de vitesse, Oui. une partie de la suspension. Oui, mais attention, la Bagheera n'est pas une simple Simca 1000 ans déguisée. Ah non. Non, non. Matra a opté pour une architecture à moteur central arrière. D'accord. Une solution plus coûteuse, Oui. mais qui offre un meilleur équilibre et une tenue de route exceptionnelle. D'accord. D'ailleurs, ce moteur, parlons-en. Au début, la Bagheera était équipée du moteur 1.3 litres de la Simca 1000 T qui développait 84 chevaux. Ce n'était pas une bête de course, mais bon. Oui. La légèreté de la voiture compensait en partie. Ah oui, la Bagheera pesait moins de 900 kilos. C'est à peu près le poids d'une vache. Ah ouais. C'est pas lourd, hein, pour une voiture. Ce qui lui permettait d'atteindre une vitesse de pointe respectable, Oui. de 145 km/h. Mm. Et puis, en 1976, elle a reçu le moteur 1.4 litres Mm. de la Simca 300 GT qui offrait 90 chevaux. Et tout ça avec une seule option de transmission. Une boîte manuelle à 4 vitesses. Oui. Pas de boîte automatique pour la Bagheera. Non, c'était une voiture pour les vrais amateurs de conduite sportive. Ah oui, c'est clair. Tout à fait. Et il faut souligner que la Bagheera était très agréable à conduire. Sa tenue de route était excellente grâce à son architecture à moteur central. Sa direction précise, son freinage efficace. Ouais. Un vrai régal sur les petites routes sinueuses. Et justement, pour parler de ces petites routes, abordons un aspect fascinant de la Bagheera. Oui. Sa carrosserie. Pas de tôle ici. Non. Mais un matériau innovant pour l'époque. Le polyester renforcé de fibres de verre. On appelle ça le procédé LP. Ah, le procédé LP. Une innovation qui a permis de créer des formes complexes et aérodynamiques, tout en réduisant le poids. Oui. Mais au début, ce procédé a posé quelques problèmes de qualité. Ah, bon. Racontez-moi ça. Figurez-vous que les premiers modèles souffraient de problèmes d'étanchéité Ah ouais. et de fissures dans la carrosserie. Il a fallu quelques années à Matra pour maîtriser parfaitement le procédé LP Ah oui. et garantir la qualité de ses voitures. C'est intéressant de voir comment Matra a osé innover, quitte à prendre des risques. Mais finalement, cette innovation a porté ses fruits, hein, Oui. puisque la Bagheera a été un succès commercial, surtout en France. Oui, la Bagheera a trouvé son public. Ouais. Séduit par son design original, son comportement routier et son prix abordable. Elle a même été déclinée en plusieurs versions. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de notre plongée. D'accord. On parlera des différentes versions de la Bagheera, Oui. de ses performances et de son héritage.
Restez avec nous. Oui. Et voilà, nous revoici pour la suite de notre voyage au cœur de la Matra Bagheera. Après avoir découvert ses origines, ses innovations, Oui. on plonge maintenant dans l'univers des différentes versions qui ont marqué sa carrière. Ah oui, car la Bagheera, ce n'est pas qu'une seule voiture, c'est toute une famille. Oui. On a eu la Type I, la Courage, la S, la Type C, la X et la Jubilé. Oui. Difficile de s'y retrouver. Pas de panique, on va vous guider. Commençons par la Tipeee. Ah oui. La version originale produite de 1963 à 1976 à 1976. D'accord. Imaginez-vous au volant cheveux au vent sur les routes de campagne. Ah oui. La Tipeee, c'est la Bagheera dans toute sa pureté, avec son design fluide et ses phares escamotables. Et sous le capot, on retrouve le moteur 1.3 litres de 84 chevaux qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui. C'est une voiture légère, agile, parfaite pour se faufiler sur les petites routes sinueuses. Exactement. Et puis en 1975, arrive une version qui va faire sensation. La Bagheera Courage. Ah, la Courage. Une Bagheera habillée par un grand couturier. Tout à fait. André Courage, une figure emblématique de la mode des années 60 et 70, a imaginé une version ultra chic de la Bagheera. D'accord. Peinture blanche, immaculée intérieur blanc. Et jantes spécifiques. Une vraie voiture de star. On imagine bien Brigitte Bardot au volant d'une Courage, non? Absolument. Et pour parfaire le tableau, elle était équipée de séries de vitres électriques. Ah ouais? Et d'une sellerie en simili-cuir blanc. Le grande classe. Le luxe à la française. Et puis, en 1975, arrive la Bagheera S pour sport. Oui. Une version qui répond aux critiques sur le manque de puissance de la Bagheera. Oui, la S reçoit le moteur 1.4 litres de 90 chevaux de la Simca 1308 GTT. D'accord. Un petit gain de puissance qui dynamise les performances. Ouais. Elle se distingue aussi par ses jantes en alliage, Mhm. sa sellerie spécifique et ses bandes décoratives. Ouais. Un look plus sportif pour séduire les amateurs de conduite dynamique. Et en 1976, la Bagheera subit un restylage important. Oui. C'est la naissance de la Type 2. La Type 2, c'est une évolution en douceur. On reconnaît les nouveaux pare-chocs quand on le pense. Oui. Les feux arrière plus grands et les vitres de custode agrandies. D'accord. L'intérieur est modernisé avec une nouvelle planche de bord. Un petit coup de jeune qui modernise la ligne de la Bagheera tout en conservant son caractère unique. Oui. Et en 1967, la version Courage tire sa révérence. Ouais. Elle laisse place à la Bagheera X. La X, c'est la version haute de gamme de la Type 2. D'accord. Elle se distingue par ses équipements plus luxueux. Vitres électriques, fermeture centralisée. Ouais. Sellerie en velours. Et même un essuie-glace arrière. La grande classe. Imaginez, vous êtes au volant de votre Bagheera X. Oui, Vous roulez sous la pluie et hop, un coup d'essuie-glace arrière pour une visibilité parfaite. exactement. Le confort et la praticité au service du plaisir de conduire. Et puis, en 1979, arrive la série spéciale Jubilé, Oui. pour célébrer le titre de voiture de l'année, remporté par la Talbot Horizon. Ouais. Ah oui, la Jubilé. Une édition limitée plutôt rare et recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. La Jubilé est basée sur la Bagheera S Oui. et se distingue par sa peinture métallisée, son toit ouvrant et son intérieur en simili-cuir noir. Un dernier hommage à la Bagheera avant la fin de sa production en 1980. Et oui, la Bagheera tire sa révérence après avoir séduit près de 48 000 acheteurs. Oui, Une belle carrière pour cette voiture atypique. c'est vrai. Mais avant de passer à autre chose, on doit aborder un point qui fâche, le problème de la roue. Ah, la roue. Le talon d'Achille de la Bagheera. Ouais. Paradoxalement, sa carrosserie en polysté ne rue pas. Non. Mais le châssis en acier, lui, est plus vulnérable. Et pourquoi ce problème de rouille? À l'époque, les techniques de protection anticorrosion n'étaient pas aussi performantes qu'aujourd'hui. Le châssis de la Bagheera n'était pas galvanisé Oui. et la peinture de protection était insuffisante. Gosh. La rouille s'installait donc insidieusement dans les recoins du châssis. Et finissait par attaquer la structure de la voiture. Et quelles sont les solutions pour protéger sa Bagheera de la rouille? La meilleure solution, c'est la prévention. Il faut inspecter régulièrement le châssis, notamment au niveau des points sensibles comme les passages de roues, Oui. les longerons et les soubassements. D'accord. Au moindre signe de rouille, il faut traiter la zone affectée avec un produit anti-rouille et repeindre la surface. Un conseil précieux pour tous les propriétaires de Bagheera. Mais trêve de discussions techniques, parlons performance. La Bagheera, est-ce qu'on peut vraiment la qualifier de sportive? C'est une bonne question. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Oui. Dans les années 70, une voiture de 90 chevaux était déjà considérée comme performante. Et la Bagheera, avec son poids-plume et son architecture à moteur central, offrait des sensations de conduite assez uniques. On imagine bien la Bagheera dévaler les cols à pain avec une agilité de félin.
Mais concrètement, quelles étaient ses performances? La Baguera 1.3 litres atteignait une vitesse de pointe de 185 km/h D'accord. et abattait le 0 à 100 km/h en 11,1 secondes. Pas mal. La Baguera 1.4 litres était un peu plus performante, Oui. avec une vitesse de pointe de 190 km/h Mhm. et un 0 à 100 km/h en 10,9 secondes. Ouais. Ce ne sont pas des chiffres extraordinaires, mais c'était largement suffisant pour l'époque. Et surtout, la Baguera offre un comportement routier très équilibré et une grande maniabilité. Ouais. C'est une voiture facile à prendre en main Oui. et agréable à conduire, à rythme soutenu. Exactement. La Baguera n'était pas une voiture brutale, Non. mais elle offrait un plaisir de conduite simple et authentique. Et c'est peut-être ce qui explique son succès. Oui, la Baguera, c'était une voiture accessible à la fois financièrement et en termes de conduite. Elle permettait de goûter aux joies du sport automobile sans se ruiner ni se faire peur. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier son design original. Oui, Et son habitacle est unique. c'est vrai. La Baguera, c'était une voiture qui avait du caractère. Avant de conclure cette deuxième partie, j'ai une question pour vous. Si vous deviez choisir une Baguera, quelle version serait votre favorite? Ah, c'est une question difficile. Oui. Chaque version a ses atouts. Oui. Oui. Chaque version a ses atouts. Oui, c'est vrai. La Type I est la plus authentique. Mhm. La Courage, la plus élégante. La S, la plus sportive. Ouais. La Type 2, la plus moderne. Mhm. Alix, la plus luxueuse. Et la Jubilé, la plus rare. Difficile de choisir. Ah, c'est clair. Mais si je devais vraiment me décider, Ouais, je opterais peut-être pour une Type Icoe, la plus proche de l'esprit original de la Baguera. Et vous? Moi, je suis partagé entre la Courage pour son élégance intemporelle Mhm. et la Is pour son côté plus dynamique. Mhm. Mais on ne va pas se disputer pour ça. On se retrouve très vite pour la dernière partie de notre exploration. D'accord. Restez avec nous. Bon, et nous revoilà de retour pour la dernière ligne droite de notre exploration de la Matra Baguera. On a passé en revue ses origines, ses innovations, ses différentes versions, ses performances. Ouais, On a même parlé de ses faiblesses comme la rouille. exactement. On a vraiment décortiqué cette voiture si particulière. Oui. Mais au-delà de tous ces détails, ce qui frappe avec la Baguera, c'est son audace. Oui. C'est une voiture qui a osé sortir des sentiers battus. À une Bien époque sûr. où l'industrie automobile était peut-être plus frileuse qu'aujourd'hui. C'est vrai. La Baguera, c'est l'incarnation même de l'esprit d'innovation qui animait Matra. Ils ont pris des risques, ils ont expérimenté et ils ont créé une voiture unique en son genre. Prenez l'architecture, un moteur central arrière, par exemple. C'était une solution technique plus coûteuse, Oui, plus complexe à mettre en œuvre, ouais, mais qui offrait un meilleur équilibre et une tenue de route exceptionnelle. c'est vrai. Matra aurait pu choisir la facilité en reprenant la plateforme de la Simca 1100. Mais ils ont préféré viser plus haut. Et puis, il y a bien sûr l'habitacle à 3 places de fond. Oui. Là encore, c'est un pari risqué. Mhm. Est-ce que les gens allaient accepter de s'asseoir côte à côte à l'avant d'une voiture de sport? Oui, Le pari a été réussi et la Baguera a prouvé qu'on pouvait concilier sportivité et convivialité. absolument. Et il ne faut pas oublier le design de la voiture. Non. Avec ses lignes fluides, ses phares escamotables, son haillon arrière pratique. Oui. La Baguera était à la fois belle et fonctionnelle. Une combinaison rare à l'époque. Et puis, il y a ce côté un peu mystérieux, un peu secret. Oui. La Baguera, c'est une voiture qui attise la curiosité, qui suscite des questions. Mhm. Pourquoi 3 places à l'avant? Oui. Comment ont-ils réussi à caser un moteur central arrière dans un châssis aussi compact? C'est vrai. C'est une voiture qui ne se livre pas au premier regard. Il faut creuser un peu pour découvrir ses secrets. Et c'est peut-être ça qui la rend si fascinante. Oui. La Baguera, c'est une voiture qui a une histoire à raconter. Une histoire d'audace, d'innovation et de passion. Ouais. C'est un témoignage d'une époque où les constructeurs automobiles français osaient encore prendre des risques et sortir des sentiers battus. Et cet héritage, on le retrouve dans les voitures d'aujourd'hui. Oui. La recherche de l'aérodynamisme, l'utilisation de matériaux composites, l'optimisation de l'espace intérieur. Autant d'éléments qui ont été explorés par Matra avec la Baguera et qui sont devenus des standards dans l'industrie automobile moderne. Exactement. La Baguera, c'était une visionnaire. Oui. Elle a ouvert la voie à de nouvelles technologies, de nouveaux concepts, de nouvelles façons de concevoir et de fabriquer des voitures. Et puis il y a cet aspect émotionnel. Oui. La Baguera, c'est une voiture qui suscite des émotions.
La nostalgie d'une époque révolue la fascination pour un design intemporel, la passion pour une mécanique ingénieuse. C'est une voiture qui touche le cœur autant que l'esprit. C'est vrai, la Bagheera, c'est plus qu'une simple voiture. C'est un objet de désir, un symbole de liberté, une invitation au voyage. Oui. C'est une voiture qui fait rêver. Et c'est peut-être ça le plus bel héritage de la Matra Daguerre. Le rêve, le rêve d'une voiture différente, audacieuse, innovante et surtout passionnante. Un rêve qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'univers de la Matra Bagheera. Merci à vous aussi. Et n'oubliez pas, pour d'autres aventures automobiles, retrouvez-nous chaque jour sur Vintage, Car Chronicles, votre dose quotidienne d'histoires de voitures classiques. À bientôt.